Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, Alain Lecomte nous fait découvrir cet homme extraordinaire qui a créé la Fondation Monarque, un homme avec le cœur sur la main, M. Gérard Vézina. Bienvenue chez vous. Monsieur Lecomte, toujours un plaisir de vous avoir à l'émission. Merci d'avoir accepté. C'est un plaisir réciproque, Samiline. Vous avez un invité de marque à nous présenter aujourd'hui. Oui, et je suis très heureux de vous le présenter. Je l'ai découvert, beaucoup de gens l'ont découvert suite à une petite mésaventure. Je vous en parlerai sûrement tantôt. Je voudrais vous présenter M. Gérard Vézina. Bonjour, M. Vézina. Bonjour, M. Lecomte. Bienvenue à l'émission. Bonjour, madame. Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce qui fait de cette personne extraordinaire? Parce qu'on a très hâte d'apprendre l'homme. On a été visiter la Fondation Monarque, et là, on va apprendre à connaître l'homme derrière la Fondation. Vous allez apprendre des choses bien intéressantes. M. Vézina, en fait, est le fondateur de la Fondation Le Monarque, je prononce bien, qui aide les plus démunis, mais de multiples façons. Et je crois que M. Vézina a beaucoup à dire. Les gens vont être très heureux de l'entendre ici aujourd'hui. Ben, de différentes façons, oui, et dans différents secteurs aussi. Donc, Un homme extraordinaire, et vous avez parti de loin, vous avez voyagé loin, on va le voir tout à l'heure. Oui. Donc, vous avez été élevé dans le quartier Rosemont, Montréal. Oui. Un petit gars de Montréal, de Rosemont. Exact. Dans le même quartier que moi, d'ailleurs. Oui. On a fait quoi par la suite? On est un homme d'affaires. Oui, on est devenu homme d'affaires par la force des choses dans la construction quand on était jeune, mais avant ça, on a un petit vécu aussi. Et ce qui me permet aujourd'hui dans ce que je fais avec la Fondation Mais j'ai grandi effectivement là, mais j'ai pas vraiment grandi là parce que j'ai passé une partie de ma jeunesse, ce qu'on appelait dans le temps les foyers nourriciers. Mon père est parti à l'âge de 6 mois pour aller chercher une pinte de lait et il n'est jamais revenu. Donc, je présume que le lait doit être tourné un petit peu. Mais suite à ça, j'étais le mouton noir de la famille, donc j'étais le plus tannant. J'ai été placé dans les foyers nourriciers avec des... surtout chez les frères, c'est surtout dans des collèges, Berthellet, Saint-Vallier, tout le monde qui connaissait un peu ça de mon âge, là. Et j'ai passé par tous les stades de la vie, c'est-à-dire que par la drogue, la boisson, j'ai été abusé par les frères. Ce qui m'a emmené en 76 à faire une tentative de suicide. Donc, suite à ça, on m'avait diagnostiqué, on disait que j'étais maniaco-dépressif. Et que j'avais des maladies bipolaires, ces choses-là. Mais j'ai continué à avancer en travers toutes ces épreuves-là. En fin de compte, j'ai jamais eu ces maladies-là. Et à l'âge de 19 ans, on m'a demandé de travailler dans la construction. Un monsieur m'a demandé de travailler dans la construction. Je n'avais pas de travail, rien. Je sortais de prison dans ces temps-là. Et j'ai commencé à travailler avec eux autres. Et je suis retombé dans la drogue, la boisson et... Parce que c'était plus facile, plus familier. Oui, mais c'était aussi que j'avais plusieurs problèmes dans ma vie avec la boisson. C'était un gros problème. Ça a été un gros problème longtemps. Et j'ai commencé à travailler dans la construction, mais j'ai toujours eu... dans ma vie, ça a toujours été mon côté... si je voyais quelqu'un dans le besoin... même quand je travaillais avant la fondation, avant la construction, j'ai toujours été dans le genre de si quelqu'un avait un besoin, j'étais toujours là dans la famille. Et suite à ça, j'ai commencé à travailler dans la construction et quelques années plus tard, j'ai eu ma carte de compagnon et j'ai parti ma propre entreprise. Je voulais travailler à mon compte, je voulais devenir grand, je voulais devenir important. Et j'ai eu mon entreprise pendant 30 ans. J'ai été entrepreneur licencié de la Régie du bâtiment. Un jour, il y a un homme qui m'a demandé... en fin de compte, j'ai fait un voyage sur un bateau, un gros bateau transatlantique qui s'appelait, aujourd'hui je le comprends, qui s'appelait le Destinée.
Quel beau nom, hein? Oui. Et ça m'avait emmené, les personnes qui étaient là, c'était des jeunes chrétiens qui venaient de se marier. Et moi, je venais quelques années avant d'accepter Jésus-Christ dans ma vie parce que j'ai un de mes fils qui s'est suicidé. Il s'est pendu. Et je me posais des questions, à savoir qu'est-ce qu'il y avait après. Parce que là, tu travailles avec quelqu'un la journée longue, puis tout d'un coup, le lendemain, il n'est plus là. Puis on le faut le surveiller. Ah oui. Et là, je suis, OK, mais au ski. Puis, et là, j'ai commencé à poser des questions, puis il y a des gens qui m'ont dit, regarde, va fouiller dans la Bible, tu vas trouver des réponses. Amen. J'ai commencé à lire les Écritures, puis j'ai trouvé effectivement des réponses. Mais les réponses que j'ai trouvées, qui m'ont été apportées, j'avais besoin de les approfondir. Et cette personne-là, à bord du bateau, me dit, est-ce que ça t'intéresserait un jour d'aller en Haïti? En Haïti. Et pour moi, quand on voyait les petits bonhommes, tout pauvres, pas de linge, je me disais, ça n'existe pas vraiment, ces choses-là, tu sais. Un coup de réalité, hein? Oh! Coup dur. Mais moi, j'étais sur un gros transatlantique et j'ai toujours voyagé. Je faisais, écoute, j'ai fait des grosses bâtisses, je faisais énormément d'argent. J'avais une vingtaine d'employés à un certain moment, donc j'étais assez gros. Je me suis embarqué pour Haïti. Et quand je suis arrivé là-bas, là, ça a fait comme « wow ». Là, j'ai été touché vraiment. Il y avait un pasteur là-bas qui, ça faisait des années qu'il priait pour que Dieu envoie dans la mission un maçon. Et moi, je suis bricoleur de métier, donc je suis maçon. Et les blocs, pour moi, c'est pas de la sorcellerie. Donc, quand je suis arrivé là-bas, on a commencé à travailler, à monter les blocs, ces choses-là. Et j'ai appris la langue dans l'espace de quelques mois. J'ai appris la langue couramment, la créole là-bas, par les créoles. Et j'ai été touché quand j'ai descendu, là. Des fois, les gens disent, il fait chaud, j'ai un coup de chaleur, ces choses-là. Mais c'est rien, ça. Et les gens disent, la personne est déshydratée, tu le vois, suite à un accident ou quelque chose de même. Moi, je dis aux gens, moi, j'ai été vraiment déshydraté la première fois de ma vie, là. C'était à force de pleurer en Haïti. Les premières fois, quand j'ai descendu d'un ravin, là. J'ai de la misère avec ça, mais... Parce que c'est gros, c'est plus gros que nature. On voit vraiment... Oui. La misère. Puis comme ça, après ça... Quand j'ai été une couple de fois, il y avait un journaliste du Journal de Montréal. Je m'excuse, hein, mais c'est... Non, merci. Oui, merci de partager. Il y avait Fabrice de Vierbeau du Journal de Montréal qui avait fait un reportage sur moi. Et là, ça a fait de moi comme quelqu'un qui était suivi, puis j'avais été à Montgrain, tout ça, puis... Et là, à un moment donné, Félix Séguin est parti en Haïti. On m'a demandé de l'accompagner pour aller avec lui, pour aller... Donc, j'ai été après lui, avec lui. Je l'ai servi un peu de guide puis d'interprète, en fin de compte. Mais c'était après le tremblement de terre. Et là, c'est encore pire de voir des gens qui avaient tout perdu. Des jambes coupées, des bras coupés. Tu sais, c'est comme... À un moment donné, une madame qui... demande Félix. Ça, c'était par des accidents, par de la malnutrition? Non, par le tremblement de terre. Par le tremblement de terre. 86, seulement. Oui, seulement, oui. Ça, c'est à part de toutes les autres choses qui se vivent, là. Des choses qu'on peut... on ne peut pas imaginer si on ne voit pas ça. Même, Vous aviez déjà des amis qui étaient là, vous connaissez? Oui, j'avais des amis pasteurs qui étaient là-bas. Un double oui, ça a été... Un double choc. C'est venu me chercher au plus profond de moi, tu sais, de voir des gens qui ont tellement de... Tu te dis, ça n'a aucun sens, ça ne peut pas exister une chose comme ça. Puis moi, d'avoir vécu toujours dans la luxure et d'arriver à être confronté à une chose comme ça, tu vois, qu'est-ce que je peux faire? Oui, parce que ça donne un coup, on pense, il n'y a pas plus grand drame que celui qu'on vit, on le sait très bien, mais à ce moment-là, c'est là qu'on se rend compte, Seigneur, pardonne-moi, là, j'étais dans le champ, là. J'étais riche à comparer à ce que je pensais. Complètement. J'aurais tout donné pour ces gens-là, mais on ne peut rien faire de plus que prier. C'est ce qu'on faisait. Et on était impuissants. Je me voyais, je me regardais dans le miroir, je disais, wow, je suis gros, je suis grand, je suis fort. Mais j'étais impuissant devant ça. Je ne peux rien faire.
Mais vous êtes un homme d'action, vous connaissant, est-ce que vous êtes sûrement retroussé les manches? Qu'avez-vous fait à ce moment-là, lorsque vous avez vu ça? J'ai commencé à travailler, à y retourner plus souvent, puis à travailler là-bas, parler les aider, ces choses-là. Puis il y a eu une interruption dans ma vie après ça, parce que mon beau-frère est décédé il y a pas longtemps, il y a 2 ans. Excusez-moi, mais j'ai un petit peu la guétienne, mais il est décédé, puis... ça m'a ramené en Haïti parce que quand on était à l'hôpital puis que les gens me disaient où ce qu'ils vivaient puis ce qu'ils faisaient, je me disais, on ne peut pas voir ça ici. Là. Attends une minute, on n'est pas en Haïti. Bien, c'est faux. On est surtout très souvent autruche en pensant qu'il n'y a rien de désarroi ici. C'est plutôt ça. Quand j'ai été visiter la place, le lendemain qu'on l'a enterré, j'ai été visiter à Vigée où il avait passé une partie de sa vie. Et je me suis dit, wow! Et de là est venu le monarque. Cette journée même-là, quand j'ai vu l'itinérant, un paquet, là, mais un entre autres, là, vraiment, là, il était pas propre. Là. J'ai été m'asseoir avec, là, ça se sentait, là, ça me se transmet même pas. Mais j'étais assis là, puis je me disais, wow! Et moi, ce qui m'est venu comme senteur, c'est Haïti. Et quand j'ai vu cette personne-là, j'ai dit, wow! Togo a vécu, parce qu'il s'appelait Togo. Le Togo, c'est un leader, c'est un chien leader des Malamutes. Et il a gagné des concours. Tout ça. Fait que lui, son surnom, c'était Togo dans les secteurs. Et là, je me disais, ça n'a pas de sens que ça aussi, ça se passe ici aussi. Absolument. Et de là est venu parce que quand je le regardais, c'était comme une chenille, c'était comme tu sais, c'était pas beau à voir. Non. Et le monarque, c'est la même... Le sens de l'impuissance... Ouais. Vous a transporté à ce moment-là en disant, là, je suis à la maison, je peux peut-être faire quelque chose vraiment de concret. Effectivement. Ce qui a fait le déclic pour vous. Oui, effectivement. Puis à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que le bateau, le Destinée, dans le fond, ce que ça me disait, c'était que ma destinée, c'était de travailler avec ces gens-là. C'est-à-dire les gens pauvres, les gens dans le besoin comme eux autres. Et pas juste ici, mais partout. Pardon. Tu sais, les gens qui disent qu'on ne peut pas changer le monde, c'est faux. C'est pas vrai qu'on ne peut pas changer le monde. On peut changer le monde. À tous les jours, on peut changer le monde. En une parole avec quelqu'un, parce qu'on ne sait pas, on vient de toucher cette personne-là, peut-être que cette personne-là était dans le bas-fond, puis on vient de l'aider à... Oups, il y a de l'espoir. C'est donner de l'espoir. Exactement. Mais c'est toute une question de pouvoir. Hein? Je l'ai vécu en Haïti, je le vis la même chose aussi. C'est 2 mots, c'est l'amour du pouvoir. Mais si on les inverse, là, puis qu'on a le pouvoir de l'amour, et c'est ça que j'ai le pouvoir de l'amour. J'aime ces gens-là. Je suis heureux. Vous avez un sens, c'est ça, vous avez un sens à votre vie. J'ai trouvé un sens à ma vie. Mais il est contaminant, je pourrais dire, pour avoir vu les gens qui vous entourent, chaque personne fait un geste qui renchérit la Fondation Le Monarque et qui donne encore à d'autres. Vous parlerez tantôt des projets, les policiers, tout ça, on va en parler un peu, qui donnent, ou des députés qui vous ont aidé, ou ça. Oui, Mme Poirier à Montréal, ça a été... et c'est encore une dame qui m'aide énormément, et même le Parti québécois, puis je ne veux pas faire de politique, mais le Parti québécois, c'est des gens qui m'ont aidé énormément. La vie, c'est de la politique, donc allez-y. C'est vraiment... Tu dis, Caroline, les gens disent, on a de misère à connecter avec ces gens-là. Pourtant, c'est quelque chose qui... Vous êtes comme la colle qui lie les 2 parties, en fait. Bien, je ne sais pas, mais j'ai une attraction. Il y a des gens qui disent, je suis un ange. Il faut le reconnaître. Ah, je dis, ça se peut que je sois un ange. Mais j'ai une facilité de parler avec les gens dans toutes sortes de situations et n'importe quel genre. C'est un don. Avant de partir en Haïti, j'ai mangé avec le gouverneur général. Chez eux, dans Quand même pas petit? Oui, je l'ai appelé comme ça, puis les gens ont dit, comme les gens disaient, il est fou, Gérard, il est fou, il est maniaco-dépressif. Non, je suis pas fou, là. Je m'excuse, là, mais si on veut quelque chose, on peut y arriver. Il faut juste mettre de l'amour dedans, c'est tout. Et moi, je voulais la rencontrer parce que je voulais parler avec elle, puis tout. Il faut briser les stigmas à un moment donné, et c'est ce que vous faites. Oui. C'est exactement ce que vous faites. Parce que d'arriver à donner sa main au prochain, à oser faire ce que les gens ne feraient pas nécessairement de peur de déranger, de peur de ne pas le faire comme il faut, vous levez, vous dites, bien, il faut que ça se fasse, ça va se faire. Puis on s'entend, moi, puis ces gens-là, on s'entend bien, puis on se comprend pourquoi. Parce que la plupart qui viennent à la Fondation, on est rendu avec 172 familles qui viennent là.
Les gens qui viennent là, c'est tous des gens qui ont des problèmes de consommation, de boissons. Il y en a qui ont essayé des tentatives de suicide, il y en a qui sont malades, il y en a qui ont le cancer, qui vont mourir, y compris avec eux à toutes les fois qu'ils viennent. Ces gens-là, je les comprends parce que j'ai vécu ça. Ils ont été abusés sexuellement. Quand j'étais au collège, les frères m'ont abusé sexuellement. Regarde, ça fait partie... Mais, tu sais, quand tu t'en vas en auto, là, à un certain moment donné dans ta vie, là, tu t'en vas en char. Passe ton temps à regarder dans le miroir en arrière, là, c'est sûr que tu vas frapper un moment donné. Faut que tu regardes en avant. Faut t'arrêter de regarder en arrière. Ça fait partie du passé. Ce qui ne te tue pas t'a renforcé. Et j'ai réalisé, à travers ça, que ce que j'avais, parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai plus. Je mange la même chose que je donne aux gens en fondation. Les légumes puis les fruits qu'on trie puis la nourriture qu'on fait, je mange la même chose. J'ai plus les salaires que j'avais, j'ai plus d'employés, j'ai plus rien. Mais j'ai quelque chose. J'ai l'amour. J'ai l'amour. Des fois, les gens disent, t'es quoi? J'ai dit, je suis un fruit de l'esprit. Et un des fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et je pense que je suis ça. Mais ces gens-là, je suis bien avec ces gens-là. Et ça, c'est ce que je veux faire pour le restant de mes jours. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs. On va voir vous allez nous transporter en images parce qu'on a été vous voir directement avec M. Lecomte. Oui. On a été visiter la Fondation Le Monarque. On vous invite, mesdames et messieurs, à donner généreusement et à regarder ce qui suit. Je suis présentement à la Fondation Le Monarque avec le président, le fondateur, un homme de cœur. Vous allez le connaître avec moi. Je vous présente M. Gérard Vézina. Bonjour, M. Vézina. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien, fait beau. Fait beau. Aujourd'hui, on est un samedi. Et samedi, pour vous, c'est une période critique pour donner, si on peut dire. Oui. Expliquez-nous un peu aujourd'hui qu'est-ce qui se passe. Bien, le samedi de midi, le matin, entre autres, à partir de 7 h le matin, je vais chez Costco à Pointe-Claire et on ramasse. Comme un matin, on a ramassé 3 palettes de fruits et légumes qui nous a été donné. Donc, on a 5-6 bénévoles en arrière qui font le tri de tout ça pour s'assurer que tout est de qualité. Et ils lavent, ils nettoient les produits. Et après ça, à partir de midi et demi, on fait la distribution jusqu'à 2 heures. C'est-à-dire, excusez, de midi à 2 heures, on fait la distribution. Donc, il y a des familles qui viennent, qui sont enregistrées. On est rendu à 164 familles. Et aujourd'hui, on en a peut-être 45, 50 environ, puis il y en a d'autres qui vont arriver. Et ils ont chacun une carte de membre. On appelle la carte privilège, qui leur permet de venir chercher de la nourriture. Une personne seule, pour vous donner un exemple, a le droit à 3 sacs. Donc, il part avec 3 sacs pleins. On a du lait, on a des yogourts, on a du fromage, on a des œufs, on a des céréales et tous les fruits et légumes qu'on m'a enlevé ça parce que et tous les fruits et légumes qu'on peut retrouver sur le marché, qu'on leur distribue à chaque famille. Et on a de la viande aussi. À peu près toutes les 2 semaines, on a de la viande aussi, une grosse quantité de viande. Donc, on peut dire ce sont des aliments de base, mais qui coûtent habituellement très cher pour les familles. Et donc, ça leur donne un second souffle beaucoup pour le mois, si on peut dire. Effectivement, il y a des familles qui m'ont partagé que jusqu'à entre 100 et 150 $ d'économie. Donc, pour moi, c'est extraordinaire parce que le but, c'est de les aider et cet argent-là, ils peuvent le mettre dans l'éducation de leur enfant, dans les livres, dans le linge qui coûte aussi cher. Fait que ça leur permet d'aller plus loin, puis c'est super. Moi, je trouve ça extraordinaire. Puis... Il y a combien de gens qui vous aident à l'arrière, les cuisinières, les bénévoles, à l'entrée? Dans la semaine, il y a 3 bénévoles régulièrement. J'ai ma femme et ma fille qui est à l'accueil. Ma femme s'occupe des cuisines. Et j'ai aussi 3 personnes qui travaillent dans le magasin de meubles qui est à l'autre bout du centre d'achat, ce qui lui donne la vie au Monarque, c'est-à-dire emmène l'eau au moulin, si on veut. Parce qu'avec les sous récoltés là-bas, c'est un plus pour faire marcher la Fondation. Tous les citoyens de Laval peuvent acheter les objets là-bas. Effectivement, tous les citoyens de Laval et même Montréal. On a des gens qui viennent de Montréal. La Rive-Nord aussi, plus loin, Saint-Jérôme, il y a des gens qui viennent de Saint-Jérôme. Et on a signé, on a un employé présentement, notre premier employé. Ça va faire 1 an qu'on est au monde. Et on a signé vendredi avec Emploi Québec pour le contrat pour notre premier employé qui s'occupe des magasins, qui est le directeur général du magasin de meubles. Parce que moi, c'était rendu, ça en faisait trop. Fait que ma femme qui s'occupe des cuisines avec les bénévoles, ma fille l'accueille le samedi.
Gilles qui s'occupe des magasins en arrière. Et moi, ça me permet de pouvoir vaquer à d'autres occupations, d'aller voir les gens, aller récupérer des dons, chercher des dons, faire les arrangements. Tout. Parce qu'il y a beaucoup de travail à faire aussi, parce qu'avec les repas qu'on va servir mais prochainement, on va avoir des repas qu'on va avoir à $1 qu'on va vendre aux gens. Donc, c'est vraiment minime, mais c'est juste pour payer l'électricité puis le local. Mais ça va permettre aussi, ces gens-là, d'avoir encore un plus. Parce que là, le samedi, ils retrouvent quand même fruits, légumes, céréales, œufs, lait, du pain. On a des boulangeries qui nous donnent. Mais le repas comme tel, pour la semaine, ils vont le retrouver, qui va être congelé, qu'ils vont pouvoir en acheter pour la semaine, pour le mois. Et ils vont avoir des noms. Il va y avoir le tandem, il va y avoir pour les grosses familles, il va s'appeler le monarque. Il va y avoir le solo pour la personne seule, puis le tandem pour le couple. Donc, ça va... Donc, ça s'en vient. Donc, les gens pourront venir à faible revenu, pourront venir acheter des repas pour la semaine, si j'en comprends bien. Exactement. Des repas pour des gens à faible revenu, donc des repas qui vont être vendus vraiment à un prix dérisoire, là, $1, là, c'est comme... Monsieur Vézina, vous m'avez parlé aussi tantôt en privé que d'autres gens, en plus des bénévoles ou les gens habitués ici, qui vous aident, donc des gens de l'extérieur de l'organisme. Parlez-moi davantage, qu'est-ce qui s'en vient ou que font ces gens-là? Bien, j'ai, entre autres, le Bloc québécois. L'année passée, j'ai rencontré Pierre-Carl Péladeau et Mme Poirier. Et Mme Poirier, depuis ce temps-là, Carole Poirier, qui est députée de Hochelaga-Maisonneuve, me donne un coup de main, je dirais, extraordinaire. Et même, je dirais, financier, parce que Martin Coiteux, je viens de recevoir, puis les gens se plaisent à dire qu'il est gratteux, mais il vient de m'envoyer un petit chèque de 3 000 pour la Fondation. Et j'ai rencontré Jean-François Lisée avant-hier. Je l'ai invité pour les pichettes demain. Carole Poirier va être là et probablement que lui va être là aussi. Le Bloc québécois, vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais sont vraiment proches. Bien, je sais un peu pourquoi, parce qu'on a fait le déjeuner d'itinérants l'année passée dans Hochelaga-Maisonneuve. Et il y avait une dame qui était avec nous. Et elle a entendu parler d'une histoire qui s'était passée, que j'avais meublé une famille au complet, puis les gens n'avaient pas d'argent, puis ils avaient passé au feu. Et elle m'a fait une demande, mais je ne savais pas, mais elle qui était avec moi, c'était la ministre. Et par la suite, elle a été beaucoup touchée. Et on a commencé avec ce repas-là qu'on va reproduire cette année encore. Okay, donc, ça a fait des petits... Les gens ont été touchés davantage et de bouche à oreille, dans le fond, les gens vous aident. Vous m'avez parlé aussi des cadets ou des policiers de Laval. Il y a quelque chose qui s'en vient? Bien, les cadets, les cadres, c'est spécial parce que là, ça ne sera pas les petits cadets. Ça va être des hauts gradés, là, des cadres hauts gradés qui viennent pour faire le service demain de l'épluchette de blé d'Inde. C'est eux qui vont éplucher le blé d'Inde, qui vont servir, qui vont faire cuire. Et Dieu voulant, s'ils ne mouillent pas, les cadets, eux autres, vont faire une parade avec la musique et tout. Et fait que ça va être vraiment extraordinaire. Et la police de Laval m'ont approché, ils ont dit, on voudrait faire quelque chose avec toi. J'ai dit, ben OK, est-ce que vous me laissez le libre choix? Ils ont dit, oui, propose-nous quelque chose. Et la journée même, j'ai appelé la madame en question. Je l'ai proposé une journée sans frontières. Elle dit, une journée sans frontières. Je dis, moi, j'aime ça donner des noms à des choses. Je dis, on va l'appeler sans frontières parce que, comme vous avez vu ici, on a à peu près toutes les nationalités. Et ils ont dit, OK, on t'a pas besoin de nous expliquer, on comprend. Sans frontières dans le sens qu'il y a des frontières entre les policiers puis les gens d'ici, mais les différentes nationalités aussi. Et ce que je leur ai proposé, c'est que vous allez devenir les bénévoles en arrière, que vous allez trier ce qu'on emmène le samedi matin et vous allez distribuer. C'est vous qui allez le faire. Et après ça, moi, je suis tanné des paniers de Noël. Fait que j'ai dit, moi, là, vous allez voir avec vos lieutenants puis vos hauts gradés pour ramasser des fonds et on va leur donner un cadeau de Noël. Parce qu'il y a des paniers de Noël, on trouve ça partout dans les sous-sols d'église, partout, on a ça partout. Et moi, je ne veux pas leur donner ça, je veux leur donner un vrai cadeau. D'ailleurs, la semaine prochaine, je vais leur faire un papier, remplir un papier, une lettre qu'ils vont écrire au Père Noël pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Et à partir de ce qu'ils veulent, c'est ce qu'on va leur donner. Vous êtes un homme très fort en imagination, c'est le cas de le dire. Et je crois que ça va être un autre succès. Tout ce que vous touchez, dans le fond, c'est des succès. Vous m'avez parlé de tout comment vous avez commencé à bâtir ici. En fait, on va en parler davantage lors de l'émission avec Samiline, là, comment ça a commencé, tout ça. Nos paniers de Noël aussi qu'on va faire, ils vont être spéciaux cette année, parce qu'on va en faire. Mais contrairement à ce que tout le monde fait qui donne ça aux pauvres, nous, on va le donner aux riches. Parlez-nous-en un petit peu, justement. Bien, les gens s'en entendront pas, mais on va faire une journée spéciale où c'est les gens dans le besoin, tous les pauvres et les bénévoles d'ici, qu'on va aller porter dans les maisons cossues. On va frapper aux portes, puis on va leur donner un panier de Noël. Et le concept derrière cette idée?
C'est pour les sensibiliser. Parce que c'est toujours des gens, on demande tout le temps, « Hey, donnez-nous, donnez-nous, donnez-nous. » Maintenant, on va leur donner à eux. Pour leur faire comprendre que c'est ça, donner au suivant. Et vous n'êtes pas à part des autres. Donc, vous allez leur donner le goût de donner au suivant et peut-être faire une nouvelle chaîne de donation. Exactement. Exactement. C'est ça le but. C'est ça le but. Parfait. Alors, je pense qu'on serait peut-être prêt maintenant à aller visiter un petit peu la cuisine parce qu'on est en pleine action, voir un peu comment c'est à l'intérieur. C'est assez impressionnant. Je tenais quand même à le montrer à Saméline et aux gens. Alors, on va pouvoir entrer. Alors, M. Vizina, on est ici dans la cuisine de la Fondation. Ça va démarrer dans quelques instants. Expliquez-nous, il y a beaucoup... On a déjà une première personne qui est là. Oui. Alors, comment ça fonctionne un peu la distribution? Parce qu'il y a beaucoup d'aliments. Comment ça fonctionne? Bien, les gens passent en avant, parce qu'il y a ma fille Marie-Claude qui est là pour l'accueil, et ils ont des cartes de membres et ils ont des numéros. Sur la carte de membre, c'est d'identifier la famille. Donc, combien est-ce qu'il y a d'adultes puis combien il y a d'enfants. À partir de là aussi, les femmes ici, ils savent ce qu'ils doivent leur donner selon les familles. Donc, ils passent en avant, le trou que vous voyez là. Et là, vous voyez, il y a des bénévoles, Mme Douyen, Mme Joanne, Amika et Préfia, et qui, eux, ils ont chacun une responsabilité de chacun matériel qu'ils donnent selon. La patronne, c'est Mme Douyen la fin de semaine. C'est Mme Douyen qui gère ça. Et après ça, rendu à l'autre bout, on leur donne tous leurs sacs. Une personne seule comme ça a 3 sacs bien pleins. Et quand on a des surplus, il y a encore plus que ça. Et à partir de là, après ça, ils rentrent par en avant, comme vous avez vu, et ils sortent par en arrière. Et souvent, les gens, il y a des gens qui sont des personnes âgées ou ces choses-là, ils viennent en auto parce qu'ils ont de la misère, ou il y en a même handicapés. Donc, on fait le service à l'auto en arrière. Donc, on leur embarque dans leur auto et ils passent par en arrière. Donc, mais c'est comme ça le samedi jusqu'à 2 heures, là, c'est comme ça que ça se passe. Parfait, merci. C'est quand même merveilleux comme travail. On le disait tantôt, donner généreusement, tous les dons sont plus que les bienvenus. Cette fondation-là est très utile. C'est incroyable. Je suis très fier de vous avoir présenté M. Vizina. Monsieur Lecomte, merci. Sincèrement, il y a des gens extraordinaires. Il faut, c'est bien, c'est de mettre la lumière justement sur ce qui se passe en tant que Lavallois, Lavalloise. Oui. C'est un geste concret. M. Vizina, merci d'être merci, ça m'a fait plaisir. Je vous invite, je fais ça avec tous mes invités et vous me feriez le grand honneur, je vous invite à donner le mot de la fin pour les concitoyens qui nous regardent en ce moment. Wow. C'est vraiment un honneur, donc c'est quelque chose que je pourrais dire aux gens qui... moi, je pense que, comme moi, j'espère que vous allez réaliser que la vraie richesse, c'est pas ce que vous possédez, mais c'est ce que vous donnez. Et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, monsieur. Ça m'a fait plaisir. Au plaisir. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre émission de Bienvenue chez vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Vous savez que cette émission est en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Saméline.